Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Ils sont des composés organiques semi-volatiles ou non volatiles. Ils se trouvent à l'état gazeux ou particulaire selon la température. Ils constituent aussi des dangers pour notre environnement et pour la santé. Il s'agit des polluants organiques persistants, les POPs, selon l'appellation des scientifiques. On a, pour en parler, j'ai dans ce studio deux personnalités et pas des moindres. Il y a d'abord le point focal de la Convention de Stockholm sur les POP. Il y a aussi le directeur de la gestion des pollutions et des nuisances. C'est bien cela? Merci beaucoup, Tchoki. Bonjour, monsieur Bertin Bossou. Je confirme. Alors, en face de vous, c'est Mme Kakpo Alapeni Gisèle, ou bien Gisèle Kakpo Alapeni, si vous voulez. Elle est diplômée d'études supérieures en environnement, santé, développement durable. Elle est aussi inspecteur sanitaire des produits de pêche à la retraite, consultante et indépendante en technologie des produits de pêche. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'être là. Merci aussi. Alors je commence par monsieur Bossou. Quand on parle de POP, des polluants organiques persistants, les téléspectateurs peuvent ne pas bien comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle des polluants, ces polluants organiques persistants? En quoi ils sont dangereux pour l'environnement? Merci beaucoup monsieur William Tchoki. Je commence par dire que les polluants organiques persistants sont des composés, des substances chimiques qui sont constitués, qui ont plusieurs caractéristiques. Okay. À savoir, ils sont d'abord constitués des atomes de carbone. Ils sont persistants parce que dans l'environnement, ils se dégradent moins. Ils ont des difficultés à se dégrader. Et ils sont toxiques et se concentrent aussi au niveau des tissus adipeux, au niveau de la chaîne alimentaire. Oui. Et ils se transportent sur de longues distances, raison pour laquelle si on produit ça peut-être à Cotonou, on peut retrouver ces polluants à Mananville, au-delà des frontières aussi. Oui. C'est pourquoi il faut prendre soin. Donc c'est pourquoi on parle de volatiles. C'est volatile, mais ça se transporte sur de longues distances. Oui. Donc c'est des polluants organiques persistants et se transportant sur de longues distances. Raison pour laquelle il faut que nous prenions des mesures urgentes pour pouvoir remédier soit au traitement ou bien à la restriction ou à l'élimination de ces polluants organiques persistants. Tout à l'heure, on va parler de ce qu'on va faire pour y remédier, mais d'abord, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces polluants organiques persistants dans notre environnement ici au Bénin? Oui, dans notre environnement, nous avons les polluants. Je prends ce que beaucoup connaissent, je prends les transformateurs, par exemple, électriques, qui sont constitués des polychlorobiphéniles. On les appelle des PCB. C'est des huiles. Il y a des huiles qui se trouvent dans ces transformateurs que des gens récupèrent. Et certains qui ne connaissent pas la dangerosité peuvent utiliser ça même pour des usages alimentaires. C'est-à-dire qu'on confond cette huile, ce liquide à l'huile végétale, c'est ça vous voulez dire? À l'huile végétale. Ça, par exemple, c'est des produits organiques persistants très simples. Il y a des produits chimiques que nous utilisons aussi dans l'agriculture. Il y a des produits chimiques que nous utilisons dans les industries, etc., qui sont des produits organiques persistants. Bon, les noms, il y a plusieurs types de noms. Il y a aldrine, diédrine. Non, il y a des noms. Là, c'est compliqué. Les gens ne connaissent pas. C'est nos techniques, c'est trop technique. Voilà, justement. C'est de la chimie. C'est pourquoi je ne voulais pas rentrer dans ce détail. Mais ce qui est couramment utilisé, il y a les dioxines, les furanes, les HAP qu'on peut retrouver lors du fumage du poisson ou bien lors de l'incinération des déchets. Quand on incinère les pneus, quand on incinère les déchets, même les déchets biomédicaux, ça libère les dioxines et les furanes qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et là, c'est dangereux pour l'environnement. Et quand c'est dangereux pour l'environnement, par ricochet, ça provoque des impacts sanitaires. Tout à l'heure, je veux d'abord m'adresser à Mme Kakpo. Tout à l'heure, on a parlé de poissons fumés, on a parlé de furane. Je sais que vous êtes spécialiste inspecteur sanitaire des produits de pêche.
Et quand on parle de cette activité, et que cela pourrait créer des problèmes sanitaires à l'homme, ça doit faire peur. Bien sûr que oui. Merci, monsieur le journaliste, d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Ouais. Et le sujet parlant de fumage de poisson est un sujet très important, sinon capital, pour la santé des fumeuses, la santé des consommateurs, Ouais. et puis le respect de l'environnement. Donc, je reviens à votre question. Le fumage du poisson, d'abord, c'est une méthode de conservation des produits de pêche, ouais. et qui se fait actuellement chez nous au Bénin à l'état, c'est encore à l'état traditionnel. Et donc, le procédé et l'équipement de fumage ne favorisent pas, ne permet pas la qualité sanitaire du produit fini. Ok. Et donc, il faut une bonne pratique de transformation. Il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène, ouais, pour protéger la santé des consommateurs. C'est tout un processus. Donc, bref, le procédé même du fumage, le procédé de fumage, ouais, est direct. Pour la transformation des produits du fumage traditionnel, le procédé est direct. Et le contact avec le produit est exposé directement à la fumée. Ouais. Et donc, dans la fumée, nous avons des produits chimiques toxiques, tels que par exemple les HAP, ouais, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ouais, et qui sont tels que les dioxines, le 3,4-benzopyrène par exemple, qui est hautement cancérigène. Oui, selon les études réalisées. Okay. Donc, voilà. Mais quand vous voyez ces femmes fumeuses de poissons, je prends l'exemple de Placodi, Asemepodi, oui, vous êtes tout le temps resté avec elles, mais quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous vous dites, enfin, ces femmes-là se rendent malades petitement, et puis après, elles peuvent tomber et puis voilà, disparaître? Mais bien sûr que oui, les femmes sont exposées aux problèmes de santé, ouais, par rapport à ce type de fumage traditionnel. Et dans le HAP se transmet à l'organisme, par exemple, par injection et par inhalation, voilà, oui, et aussi par contact transfert par contact avec la peau. Okay. Et donc, la fumée, la chaleur, tout ça les rend malades. Ouais. Elles sont exposées aux maladies. Donc, pour remédier à cette situation... Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser, à les dire le danger qu'elles encourent en continuant avec cette technique traditionnelle? Et bien sûr que... Même si nous, Béninois, on adore ces poissons fumés, ces viandes fumées. En fait, nous faisons toujours la sensibilisation par rapport à ça, par rapport surtout au procédé de fumage. Et donc, on leur explique les étapes à suivre pour ne pas s'exposer aux maladies et pour ne pas contaminer le produit. Ben, je vais vous poser une question personnelle. Oui. Vous aussi à la maison, vous le faites, vous prenez du charbon, ou du moins le bois pour fumer votre poisson, et pourtant vous êtes quand même une consultante indépendante, une inspecteur sanitaire. Fumer le poisson, ouais, fumer le poisson ne veut pas dire directement, nécessairement que le poisson n'est pas de bonne qualité, mais il faut suivre le procédé et il faut suivre le processus et il faut utiliser des équipements adéquats. Et si par exemple je vais à la pêche et que j'arrête quelques poissons, j'arrive à la maison et je prends des feuilles de bois et je mets mon poisson sur, c'est pas moi, sur la potence. Cuisson, est-ce que là je consomme un poisson empoisonné, intoxiqué? D'abord, le poisson braisé ou le poisson cuit, ouais, n'est pas le poisson fumé. Le fumage du poisson, c'est différent. C'est un processus. Il faut d'abord la déshydratation, c'est des étapes. Il faut la déshydratation, ensuite la cuisson et ensuite l'apport de la fumée. Parce qu'il y a des produits qui sont dans la fumée qui conservent le poisson et qui lui donnent l'odeur, l'arôme nécessaire. Au même moment, cette fumée aussi contient des produits dangereux. Si nous ne respectons pas, par exemple, si le produit est trop proche du feu, ouais,
ou bien si nous n'utilisons pas un matériel, un fumoir adéquat, ou bien si la densité de fumage est trop forte, ou bien par exemple si la température est trop élevée, et ainsi de suite. Donc tout ça là, il faut prendre tout ça en compte. Vous voulez nous dire aujourd'hui que quand on voit des femmes vendeuses de poissons fumés, qu'on doit refuser, c'est cela? Non. Non, parce que... On ne va pas refuser. Non, on ne va pas refuser, mais il faut les former à respecter les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fumage. Vous pensez qu'aujourd'hui que beaucoup de femmes ont changé la pratique de comportement, de technique de fumage de poissons? Je sais que vous êtes travaillé avec beaucoup de femmes au pays, je sais. Mais est-ce que vous pensez que le grand nombre a changé de technique? Non, je dirais non, parce que elle continue d'utiliser les matériels rudimentaires qui ne sont pas conseillés. Donc, voilà. Parce qu'elles n'ont pas les moyens pour... Voilà. Je sais que le ministère du cadre de vie quand même fait beaucoup, surtout avec la construction des marchés modernes. Et il y a maintenant le food yaroing qui respecte... Tout à l'heure, on va parler de ces food yaroing. Ne vous en faites pas, madame. On va revenir. Mais je veux d'abord qu'on parle un peu... Je voulais compléter ce que Mme Kako a dit. En fait, on a fait beaucoup de sensibilisation. D'abord, on a élaboré un document qui fait l'état des lieux des femmes ou des hommes fumeurs de poissons. Parce que on pense que dans le fumage, c'est seulement des sexes féminins. Il y a aussi des hommes? Non, il y a même au nord. On a constaté, des hommes qui fument le poisson. Et il faut vous dire qu'on a fait une sensibilisation sur toute l'étendue du territoire par rapport à ces femmes-là pour leur dire les comportements à adopter. Bon, vous savez, le béninois est un peu difficile de changement de comportement. Et moi, je pense que... C'est seulement les Béninois qui sont difficiles? Non, ce n'est pas seulement les Béninois, mais quand même on constate dans la pratique que quand il n'y a pas un gendarme, c'est-à-dire quand il n'y a pas une sanction, une pression derrière, une pression, une sanction, les gens continuent pas à s'adonner à de mauvaises pratiques. On a sensibilisé, on a regroupé des femmes. Nous, on est allé à Placody, on est allé à Sémé, on est allé partout pour sensibiliser. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent, mais quand on fume de façon traditionnelle, l'aspect que ça présente, les consommateurs adorent cet aspect-là. Donc, raison si cela nous rend malade, mais on va elles ne savent pas que continuer. ça rend malade. Elles ne savent pas que ce procédé-là rend malade. C'est pourquoi on les a informés pour dire, mais vous qui êtes en contact, vous qui fumez le poisson, vous êtes femme fumeuse de poisson, vous êtes en contact de la fumée. Cette fumée-là, madame vient de le dire, ça renferme des dioxines et des furanes qui ne sont rien d'autre que des hydrocarbures aromatiques polycycliques. On connaît la dangerosité de ces noyaux benzéniques. Et on sait que ça pénètre par les ouvertures de la peau. Les narines, les yeux, la bouche. Oui, la bouche, etc. Et dès que ça pénètre dans l'organisme, ça peut aller au niveau de n'importe quel type d'organe. Souvent, c'est le cerveau, on a les céphalées à tout moment. Il y a le cœur, les maladies cardiovasculaires, il y a le poumon, etc. Mais ça attaque même les organes génitaux. Et ça peut entraîner la stérilité. Ça perturbe. Est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que du fait que ces femmes dans les études réalisées, que ces femmes deviennent infertiles, c'est cela? Oui. Dès que vous êtes en contact pendant longtemps, c'est un phénomène de bioaccumulation dans l'organisme. Si ça s'accumule dans votre organisme, les POP, ces POP sont bioaccumulables. Et c'est pourquoi j'avais dit tantôt que ça se retrouve au niveau des tissus graisseux, des tissus adipeux. Et là, ça se retrouve dans notre chaîne alimentaire, nous les consommons. Donc si on les consomme pendant un bon moment, ça peut se retrouver sur n'importe... Et ça diminue notre système immunitaire. Est-ce qu'au moins on a pu diagnostiquer dans le rang de ces femmes fumeuses ou de ces hommes fumeurs des personnes tombées malades et qui ont trépassé des exemples qui pourraient peut-être les toucher? Est-ce qu'il y en a? Tout le temps, ils tombent, les hommes et les femmes, fumeurs ou fumeuses. Ils tombent malades? Ils tombent malades tout le temps, mais ils ne vont pas à l'hôpital pour diagnostiquer le mal, pour savoir si est-ce que c'est leur activité qui les rend malades. Elles ne vont pas à l'hôpital pour savoir. Donc, mais elles tombent malades, elles disent souvent qu'en contact avec la chaleur, la fumée,
qu'elles ne se sentent pas bien. Elles ont les problèmes d'yeux, par exemple, les problèmes de poumons. Ouais, je me rappelle quand on est descendu à Plakodi avec M. Bossou, mais j'ai vu des femmes presque en larmes en train de fumer ce poisson. Les problèmes respiratoires. J'y étais hier et j'ai encore vu le problème et vraiment j'ai des difficultés même à pénétrer ce marché. Vous ne pouvez pas rester si vous n'êtes pas habitué. Et les femmes disent qu'elles vivent là pendant la journée, elles ont des problèmes mais elles ne savent pas à quoi s'en tenir. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'État est quelque part impuissant par rapport à cette situation? Parce que si l'État venait vraiment en aide, elle pourrait changer de pratique. L'État n'est pas impuissant par rapport à ça. Vous allez constater que dans la réorganisation des marchés, les dispositions sont prises pour que, au niveau des lieux de fumage, des centres de fumage soient construits. Les centres de fumage soient construits et dans les nouveaux marchés, des lieux où les gens vont fumer, c'est des lieux adéquats et c'est avec des technologies améliorées. C'est des technologies peu polluantes. Vous êtes sûr qu'elles vont quitter leur ancien site pour rejoindre... Non, on n'a pas besoin de quitter l'ancien site. Au niveau de Plakodi, par exemple, il y a eu des installations des fours. Il y a eu des installations des fours de type papin qui sont déjà plus améliorées que les fours traditionnels. Est-ce que les femmes acceptent de les utiliser? Mais les femmes disent que ça n'a pas la qualité des poissons fumés avec ces types d'appareils. Ne leur confère pas la qualité pour que le consommateur béninois puisse aimer ce type de poisson. Mais de point de vue valeur nutritive, c'est les mêmes qualités. Mais elles disent que pour fumer, pour envoyer à l'extérieur, elles préfèrent utiliser les fours papins. Mais pour consommer au Bénin, pour vendre au Bénin, il faut utiliser des fours traditionnels parce que quand on voit l'huile, quand on voit correctement l'huile... On s'intoxique au pays, mais on vend ce qui est mieux à l'extérieur. On vend ce qui... Mais elles ne savent pas. C'est de la mauvaise foi. Moi, je dirais que l'État n'a pas démissionné parce que dans le temps, l'État avait soutenu beaucoup les femmes qui fumaient, sinon qui fument. Et en leur offrant les fours Chocor du temps, les fours Chocor, c'est plus amélioré que leurs fours traditionnels. Mais elles utilisent cela? Le problème, c'est que ces femmes n'aiment pas rester en groupe, travailler en groupe. Il y a un problème sociologique qui se pose. Elles n'aiment pas travailler en groupe alors que l'État leur a construit des centres de fumage où il y a les fours Chocor dedans. Mais elles n'arrivent pas. Les fours Chocor sont à côté et elles fument sur les fours traditionnels. Donc c'est un problème sérieux. On a beaucoup sensibilisé, on avait beaucoup sensibilisé ces femmes, mais ça n'a pas pris. Parce qu'elles n'aiment pas que, en fumant, l'autre femme savent combien de poissons elle fume. Ok. Donc c'est un problème. Ouais. Elles n'aiment pas. Donc elles aiment travailler, fumer à la maison. Alors que l'État ne peut pas passer de maison en maison construire pour installer ces fumoirs. Ce n'est pas possible. Donc voilà le vrai problème. Mais justement, il faut quand même qu'on trouve une solution à cela. On ne va pas quand même continuer à rendre malades. D'abord, aussi, ces femmes fumeuses aussi rendent malades. C'est ça. Et puis rendent malades les consommateurs. Entre autres, il y a un peu l'ignorance parce qu'elles se disent, avec le procédé de fumage direct, où la fumée est en contact direct avec le poisson, et le produit fini est noirâtre, que c'est ça qui est apprécié par les consommateurs et qu'elles vendent vite. Donc, avec l'autre procédé qu'on va aborder... Parce que quand les femmes vont marcher, c'est le choix qu'elles font. Voilà. Donc, quand c'est noir, quand ça brille, c'est ça qui est bon. Oui, que c'est ça qui est bon. Alors qu'un produit fini sombre comme ça, c'est signe de dépôt de POPs. De POPs. On doit déconseiller cela. Oui, bien sûr que oui. Déconseiller le fumage direct. Direct? Oui, M. Bossou. Oui. Je parlais des actions que doit mener l'État pour quand même aider ces femmes. C'est vrai qu'elles mènent l'activité générative de revenus. Mais... Ce que l'État doit faire, on a déjà démarré on a commencé par donner cette information. C'est la sensibilisation. On ne va pas lasser, on ne va pas baisser les bras comme Mme Kako vient de dire. On doit sensibiliser et il faut trouver la cible. Il faut aller dans les lieux de fumage pour pouvoir sensibiliser et pour leur montrer aussi les images
de dangerosité que celui qui fume du poisson pendant un certain temps attrape telle maladie et après la personne décède. Peut-être qu'un téléfilm pour ces personnes tombées malades et qui sont décédées pourrait quand même témoigner, faire un tic dans la tête, témoigner aussi. Qui peuvent témoigner pour dire, mais moi c'est parce que j'ai été une femme fumeuse de poisson qu'aujourd'hui je suis dans tel état, j'ai telle pathologie, je n'ai pas d'enfant, ou bien au niveau de ma progéniture aussi, il y a des séquelles que ces progénitures traînent, etc. Mais il n'y a pas que ça pour la Convention de Stockholm. Donc, on pourra continuer pour dire que le Bénin a mené beaucoup d'activités dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. On va énumérer ces actions. Mais d'abord, je veux quand même que Mme Kako nous parle un peu de de nouveau foyer, foyer Tiaroy. Il paraît que ça protège mieux, ça permet de fumer une grande quantité de poissons. Mais vous avez parlé de problème d'individualité, enfin d'individualisme chez les femmes, parce qu'elles ne veulent pas rester en groupe pour travailler. Est-ce qu'on a ce foyer qui améliore le fumage des poissons, mais ces femmes ne veulent pas rester en groupe? C'est aussi un obstacle qu'il faut corriger justement. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport aux problèmes posés, aux problèmes rencontrés par les femmes au cours de l'utilisation du fumoir traditionnel, il y a la FAO, en collaboration avec le Centre de formation des techniciens du Sénégal, qui ont réfléchi à une technique de fumage qu'on appelle four Tiaroy. Et donc, ce four a beaucoup d'avantages. Et ce four aussi permet de faire des opérations de fumage tout d'abord conformes aux exigences de sécurité sanitaire des aliments, surtout du poisson. Et aussi, ce four permet le respect de l'environnement parce que ça utilise moins de bois. Et donc, c'est à travers ce four qu'on doit faire rapidement de la sensibilisation par rapport aux femmes pour qu'elles comprennent les avantages de ce four et qu'elles comprennent aussi l'inconvénient de ce qu'elles utilisaient des fours traditionnels. Et donc, ce four, par exemple, je vais vous citer rapidement les compartiments, les composants spécifiques de ce four, qui permettent d'avoir un produit fini de bonne qualité. Et donc, il y a par exemple le fourneau à braise qui est destiné à porter le combustible qui sert à cuire le poisson. Ce fourneau, c'est fabriqué de telle façon que la chaleur ne s'épand pas, ne se disperse pas. Et ce fourneau, est concentrée dans le four. Donc les femmes ne sont plus exposées directement à la chaleur comme avant. Et il y a aussi ce fourneau aussi à braise aussi a l'avantage de concentrer aussi la fumée à l'intérieur, la densité de la fumée. Donc la fumée ne s'échappe plus pour exposer les femmes, gâter leurs yeux et tout ça là. Et donc voilà, il y a le fourneau à braise. Il y a aussi le collecteur de graisse qui permet de recueillir la graisse issue du poisson. Avec cette graisse, les femmes peuvent frire les aliments. Les femmes peuvent fabriquer du savon avec cette graisse-là de poisson. Donc, c'est déjà un avantage. Il y a aussi le système de générateur indirect de fumée qui libère une fumée déjà filtrée par une éponge végétale avant d'aller en contact avec le produit cuit et déshydraté. Donc, dans ce générateur de fumée, il y a une éponge végétale, notre éponge ordinaire, et qui se vend au marché. Donc, c'est quelque part installé là, qui filtre les HAP. Tout ce qui est toxique, l'éponge filtre avant d'aller en contact, avant que la fumée n'aille en contact au produit fini. Donc, en plus, il y a le répartiteur d'air qui facilite l'air chaud venant du fourneau. Donc, il y a 4 composants qui ont été développés et qui constituent le four Tiaroy. Et qui ont beaucoup d'avantages. Donc, avec ce four Tiaroy, vous êtes sûr d'avoir un produit fini de bonne qualité et vous utilisez moins de bois. Les femmes aussi ont moins
de problèmes de santé. C'est-à-dire la pression sur nos forêts diminue. Diminue, voilà. Oui, merci. Oui. OK. Oui, Monsieur Bossou, vous parlez tout à l'heure quand même que ça fait 20 ans que la Convention de Stockholm est mise en œuvre, c'est bien cela? Oui, alors, ça fait 20 ans. Quelles sont les actions phares qu'on a pu mener d'abord pour notre pays, le Bénin, et quel avantage on a pu tirer justement par rapport à tout ceci? Merci beaucoup, Monsieur Tchoki. Je tiens d'abord à souligner que c'est une convention qui a été ratifiée par le Bénin le 17 mai 2004 et qui, je reprends s'il vous plaît, je disais tantôt que la convention a été signée par le Bénin et le 17 mai 2001 bien sûr, signée le 17 mai 2001, mais que le Bénin a ratifié le 5 janvier 2004. OK. Le 5 janvier 2004. OK. Mais ça a été adopté par la communauté depuis le 22 mai 2001. Et là, ça fait environ 20 ans aujourd'hui. Ouais. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Au cours de ces 20 ans, le Bénin a mené quand même beaucoup d'activités. On a d'abord élaboré ce que nous appelons le PNM, le Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. D'accord. Ça, c'était avec les POPs, les 9 POPs, les 13 POPs dès le départ. Et on est allé dans beaucoup de secteurs, on a identifié des activités. On a mis en place aussi le réseau d'échange et d'informations sur les produits chimiques. Ça, c'est toujours un avantage pour le ministère, pour connaître, pour avoir des informations fiables dans le domaine des produits chimiques. On a réalisé beaucoup de sensibilisation, les garagistes, par rapport aux huiles usagées. Vous savez, les huiles usagées sont des huiles dangereuses, dans l'environnement et ça fait partie de la Convention de Stockholm. Donc, on a sensibilisé les garagistes à adopter, à gérer de façon écologiquement rationnelle ces huiles. Ouais. Mais on a sensibilisé aussi dans les bassins cotonniers, on a formé des agents de contrôle. À ce niveau, qu'est-ce qui est fait dans le bassin cotonnier? Oui, dans les bassins cotonniers, et au niveau des maraîchères, on les a sensibilisés pour adopter de nouveaux comportements. Parce qu'il y a des produits chimiques frelatés qui viennent, il y a des produits chimiques POPs que les gens utilisent. Donc, comment les utiliser? Comment respecter la dose prescrite, parce que les gens pensent que c'est quand on augmente la dose au niveau de l'épandage que le rendement est plus grand. Élevé. Non, il faut respecter les doses prescrites par le fournisseur. Bon, il y a aussi les agents de contrôle, les douaniers, il y a les magistrats qui ont été formés sur la législation environnementale, notamment des conventions sur les produits chimiques. C'est très important parce que si ces corps de contrôle ne sont pas informés de ce qui se fait au niveau de la législation, quand il y aura des difficultés, quand il y aura des problèmes, ils auront des difficultés à trancher dans les tribunaux. Donc ça a été fait avec les douaniers aussi. On a fait des sensibilisations, les enseignants, les inspecteurs de l'environnement, les inspecteurs phytosanitaires. On les a formés dans le sens de la gestion rationnelle des produits chimiques. Et ils sont des encadreurs. Et nous sommes dans des comités avec la DPV, la Direction de la production végétale, et il y a des comités d'agrément des pesticides, il y a des comités d'agrément des produits chimiques, et chaque année, il y a une liste de produits chimiques homologués qui sont au Bénin. La dernière date de 3 mai 2021, et ça impacte les secteurs de la santé, les secteurs de l'agriculture, et le secteur de l'environnement, les produits homologués que l'on doit acheter. Il y a aussi des gens qui sont agréés et des ONG qui nous accompagnent. Et les ONG qui nous accompagnent, je prends le cas de l'ONG GAPROFA, le groupe d'action pour la promotion et la protection de la flore et de la faune qui nous accompagne. Il y a beaucoup d'ONG qui nous accompagnent, mais GAPROFA particulièrement accompagne le ministère du cadre de vie dans la mise en œuvre de cette convention. Il y a beaucoup d'actions, par exemple la destruction des PCB, comment on appelle des transformateurs contenant des PCB qui sont devenus obsolètes et qui doivent être gérés.
Ça, c'est pas le truchement d'un projet régional qui nous a aidés et a détruit avec des centaines de millions plutôt, ces déchets obsolètes. Et par le jeu de la Convention de Bâle et de Bâle et de Stockholm, ces déchets sont convoyés vers la France, surtout à Trédi, et ça a été détruit. Vous avez participé. Exactement. Mais 20 ans après, c'est quoi les nouveaux défis? Les nouveaux défis, c'est la recherche de financement pour pouvoir mener des activités innovantes dans le domaine de la gestion des produits chimiques, mettre en place une bonne législation, mettre en place des projets innovants, des projets respectueux de l'environnement, comme l'a dit Mme Kakpo. Il faut former beaucoup de femmes fumeuses, il faut leur installer quand même des fours respectueux de l'environnement. Il faut sensibiliser les agriculteurs à adhérer à des produits chimiques moins toxiques pour l'environnement et pour la santé. Et il faut vraiment assurer les informations. Il faut avoir une base de données fiable parce que lors des études, on constate que nous n'avons pas assez de statistiques sur les produits chimiques, surtout sur les cas d'intoxication alimentaire. Parce que ça se passe de façon fréquente. On constate des cas d'intoxication alimentaire et on ne peut même pas savoir quel est le produit qui est à l'origine de cette intoxication alimentaire. Nous allons dans les centres de santé, mais nous n'avons pas une base de données. Et pourquoi on ne trouve pas ces éléments? On ne trouve pas parce que l'intéressé, peut-être la boîte qui a servi, il n'y a même plus d'étiquette. Il n'y a même plus d'étiquette. Et on ne peut même pas savoir quel est le produit chimique qui est à l'origine de cette intoxication. Par exemple, si vous connaissez au moins le produit, c'est plus facile de trouver l'antidote. Là, c'est plus facile. Donc, on a assez de défis. Et il y a aussi la synergie des conventions, développer le partenariat public-privé pour que les privés puissent s'investir dans ce domaine, les industries puissent utiliser des technologies modernes, respectueuses de l'environnement pour polluer moins. Parce que, et vous savez, avec les produits chimiques, il y a assez de relations avec, ça impacte les changements climatiques. Or, aujourd'hui, c'est les nouveaux défis. Il faut pouvoir remédier aux effets néfastes des changements climatiques. Les industries émettent des polluants, des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Et là, ça impacte tous les compartiments de l'environnement. On constate que l'air est impacté, l'eau est impactée, les sols sont impactés, la faune, la flore et tout ce qui se trouve dans l'environnement. Ok, donc, merci beaucoup à vous, M. Bosso. Madame Kakpo, on est déjà vers la fin de cette émission. Vous avez certainement quelques conseils à donner, pourquoi pas aussi des suggestions à faire à nos décideurs et aussi prodiguer des conseils à ces femmes fumeuses et hommes fumeurs de poissons, de viande. Merci, monsieur le journaliste. Aux décideurs comme conseil, je souhaiterais que les décideurs soutiennent ces femmes, surtout par rapport à la subvention de ces fours, parce que c'est un peu plus cher que leur four traditionnel. C'est cher, c'est un peu cher. Mais c'est fait avec des matériels locaux. C'est disponible, mais c'est cher. Donc, je souhaiterais que... Un four peut coûter combien à peu près? Environ 500 000. 500 000? Oui, environ 500 000. Et si on le fait pour des groupes de femmes? Ça dure longtemps. Ça dure longtemps? Oui, ça a quelle durée de vie? 10 ans au moins. 10 ans au moins? 10 ans au moins. Et donc, plusieurs personnes peuvent fumer au même moment. Ah oui. C'est l'avantage. Il y a plusieurs étagères. Okay, il y a jusqu'à 10 étagères. Voilà. C'est vrai qu'elle n'aime pas que l'autre femme sache le nombre de poissons qu'elle veut fumer. Et plusieurs personnes, une seule personne peut fumer plusieurs quantités de poissons en peu de temps et avec un peu de bois, de combustible. Oui. Et donc, par rapport à ça, pour préserver l'environnement et pour garantir la qualité sanitaire du poisson, j'invite les décideurs à soutenir l'utilisation de ces fours. D'accord. Des fours Tiaroy. Okay. Par rapport aux femmes, aux fumeuses, je leur conseille d'utiliser, de pratiquer les bonnes pratiques d'hygiène au moment du fumage, au moment de la manipulation du poisson,
depuis la matière première jusqu'au produit fini. Utiliser les bonnes pratiques d'hygiène, utiliser les bonnes pratiques de fumage. Donc, tout ça passe par la sensibilisation toujours. Donc, l'État aussi est encore présent à ce niveau, aussi interpellé à ce niveau aussi. Oui, présent au niveau de la sensibilisation, présent à la livraison ou bien à l'aide à avoir le matériel, c'est-à-dire le four. Le four, oui. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup par rapport à ça. Merci. Oui, Monsieur Bosso, pour clôturer cette émission. Non, je tiens à remercier Mme Kapou. Je commence par remercier mon autorité au niveau supérieur, mon ministre, le ministre du cadre de vie et du développement durable, son Excellence José Tonato, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans la mise en œuvre des conventions ratifiées au Bénin. Et le directeur général de l'environnement et du climat, le professeur Martin Pépin Aïna, et le projet de renforcement des capacités PRC qui renforce les capacités des points focaux à avoir un peu plus d'aisance dans leur travail, à avoir des aptitudes pour capter des financements, à rédiger des projets bancables, à avoir des connaissances notionnelles mieux aguerries pour pouvoir participer aux différentes conférences des parties et profiter des opportunités liées à la Convention pour le Bénin. Je dis merci aussi au Centre régional des conventions base Monsieur Bosso, basé à Dakar pour l'Afrique francophone, qui a voulu qu'on célèbre les 20 ans d'anniversaire de la Convention de Stockholm. Je tiens à remercier tout le monde, les ONG qui nous aident à la mise en œuvre de cette convention. Au risque d'en oublier, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous continuez à consommer les poissons fumés? Non, depuis que j'ai travaillé sur les poissons fumés. Depuis quand vous voulez dire? Oui, mais ça fait pratiquement 5 ans déjà que je travaille. Seulement 5 ans que vous ne consommez plus de poissons fumés? Oui, que je ne consomme plus de poissons fumés. Non, mais moi je dirais que je consomme le poisson fumé. C'est pas parce que le poisson est fumé d'office, le poisson n'est pas de bonne qualité. Je reprends, je dis bien, ça dépend du procédé de fumage. Vous arrivez d'aller au marché d'acheter ces poissons fumés? Oui, si je vois le poisson fumé de bonne qualité, je sais. Vous arrivez à le distinguer parce que vous êtes un technicien. Voilà. Donc, il faut beaucoup. aussi une formation pour les consommateurs. Justement aussi, il faut aussi nous former, nous qui aimons ces poissons fumés ici au Bénin, parce que nous, on en raffole, mais on ne connaît pas qu'il y a des problèmes derrière. Parlez-nous-en. Et puis, voilà ce qu'on a fait. Ce sera tout pour cette émission. Merci à vous, M. Bertin Bosso. Vous êtes le point focal de la Convention de Stockholm qui fête ses 20 ans. Vous êtes aussi le directeur de la gestion des pollutions et des nuisances au ministère du cadre de vie, et plus précisément à la direction générale de l'environnement et du climat. Merci beaucoup à vous, Mme Kakouala Pénizigel. Vous êtes consultante indépendante en technologie des produits de pêche. Merci pour tout ce que vous avez dit aux femmes. J'espère que elles ont compris, j'allais dire. Elles pourront les mettre en application pour réduire cette pollution des poissons que nous avons tant. Merci aussi à vous pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est moi. C'est un plaisir à moi. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Merci.